Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de l'info, l'émission d'actualité de la 7ème chaîne. L'équipe de l'info, c'est l'émission qu'il vous faut pour bien comprendre l'info. Pour m'accompagner dans nos débats, voici l'équipe du jour, Ernestine et Marc, et Samy qui est de retour. Comment vous allez? Bien, Gabriel, et vous? Très bien, ravi de retrouver Samy. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Bonsoir à vous trois. Au sommaire de notre émission cette semaine, on reviendra dans la première partie consacrée aux infos sur la COP21 de Paris et sur le premier tour des élections régionales en France. En seconde partie, notre débat portera sur la question de la vaccination. Nous en débattrons. Enfin, nous terminerons l'émission avec la tribune, les coups de gueule et les coups de cœur des chroniqueurs et la chronique littéraire de Marc, comme à chaque fois. A tout de suite pour la suite de l'émission. De retour pour la première partie de notre émission, les infos de la 7ème chaîne. Notre premier sujet aujourd'hui, c'est la COP21. C'est la conférence sur le climat qui a débuté le 30 novembre en présence de plus de 150 chefs d'État, invités à venir donner une impulsion politique aux discussions. La COP21, localisée au Bourget, se déroule dans un climat de haute sécurité suite aux récents attentats dans la capitale. Les Franciliens ont ainsi pu bénéficier de 2 jours de transport en commun gratuits avec la fermeture de plusieurs axes routiers réservés aux délégations internationales. Ce sommet dure jusqu'au 11 décembre. L'objectif de la COP21 est d'obtenir un accord afin de contenir le réchauffement climatique à une hauteur maximale de 2 degrés par rapport au début de l'ère industrielle avant la fin du siècle. Cet objectif chiffré ne sera tenu que si tous les efforts sont commencés très vite. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, président de la COP21, il déclare lors de l'ouverture de la conférence que le succès de la COP21 est à notre portée. Pendant une quinzaine de jours, les parties prenantes vont mener un dernier round de négociations. La grande question est de savoir si l'accord qui sera signé par les participants sera contraignant ou pas. Contrairement à il y a quelques années, la conclusion des experts du GIEC semble partagée, et la plupart des dirigeants reconnaissent désormais l'augmentation de la température et le phénomène du réchauffement climatique. L'objectif à atteindre et l'urgence à trouver un accord font consensus. Ce sont les gaz à effet de serre qui portent la responsabilité. La solution est connue, il faut réduire les émissions de ces gaz, miser sur les énergies renouvelables et abandonner le recours systématique au charbon et au pétrole. Toutes ces questions écologico-politiques sont passionnantes. Nous allons en discuter maintenant. Allez, on commence avec cette question. Quelle solution individuelle pour contribuer à l'amélioration? C'est une question plus personnelle pour commencer avant de partir sur la COP21. Qui commence? Moi j'ai un chiffre à donner. 94% des Français pensent qu'il faut modifier notre façon de consommer. C'est intéressant. Donc, ça montre du coup que les Français sont plutôt concernés par ce sujet du réchauffement climatique. Donc c'est plutôt encourageant ce sondage-là. Marc? Après, c'est qu'un sondage. Après, il faut voir si ça passe dans les actes. Par rapport à ta question qui était qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, a priori, plein de choses. Arrêter de prendre des bains pour prendre des douches. Arrêter les ampoules classiques pour des ampoules à énergie d'économie, des LED, des choses comme ça. Basse consommation. Basse consommation, voilà, merci. Essayer de mieux isoler les logements pour éviter des dépenses de chauffage, puisqu'on sait que le chauffage urbain consomme beaucoup, notamment de charbon. Donc, utiliser plus le vélo à la place de la voiture, favoriser les transports en commun par rapport au transport individuel. Tout ça, c'est des mesures qu'on peut essayer de mettre en place. Après, le chiffre impressionnant que citait Samy, j'attends de voir si dans les actes ça se traduit en fait réel. Il faut que les gens soient de toute façon motivés pour le faire. Après, on ne peut pas changer la mentalité des Français sur ça. Ils font ce qu'ils veulent sur ça. Donc, l'esprit de la COP21, c'est pas uniquement de se regarder le nombril en France, c'est de voir au niveau mondial qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Oui, pour compléter justement ce qui a été dit au niveau aussi de tout ce qui touche à la lumière, il y a un truc aussi assez banal, c'est tout simplement quand on n'en a pas besoin d'éteindre la lumière en fait, et éviter de mettre tout simplement ces appareils en veille, ça permet de gagner à la fois en consommation et surtout en termes de facture énergétique. Et on a aussi le fait
d'essayer, si possible, de voir comment on peut évoluer en termes de consommation locale, justement, peut-être favoriser la nourriture locale, ou peut-être plus d'autres modes de consommation. Et puis moi j'invite les gens surtout à éteindre leur multiprise. Ouais. Ça c'est vraiment ce qui me chagrine un peu. Exactement. Oui, sur l'agriculture, c'est important aussi de consommer les produits qui viennent du pays. Parce que la consommation locale et biologique, c'est encore mieux. Oui, parce mais que ça évite les nombreux frais de transport voilà, c'est ce que je voulais dire. Dépenses énergétiques, du transport par bateau, par route, par avion. C'est ce qu'on appelle le circuit direct, c'est le de main à main, pas passer par des intermédiaires. Par des intermédiaires. Sur la chaîne de production qui va en gros de l'agriculteur jusqu'au moment où on le vend. Et c'est une chaîne qui est assez longue et si ça peut se réduire, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de manger des produits de saison, c'est-à-dire de ne pas manger des fraises en ce moment, en ce moment de manger des pommes et des oranges et d'attendre le mois de septembre l'année prochaine pour manger à nouveau du raisin, le mois de juillet pour manger des nectarines et des pêches, enfin, tout ce système-là, parce qu'autrement on peut aussi aujourd'hui manger des pêches qui vont venir de l'hémisphère sud, puisque là-bas c'est l'été. Après le bilan carbone est désastreux. Et pour nos auditeurs, pour ceux qui sont intéressés vraiment sur la COP21, il y a une exposition au Grand Palais justement sur ça, à partir du 4 décembre. Super. Voilà. Maintenant, on va passer au Grand Palais. À la au deuxième pan de la question. Donc après on va dire ce qu'on peut faire individuellement, on va passer maintenant à la COP21 en général avec donc le chef d'État qui était là-bas, notamment Fabius qui a ouvert la conférence, ensuite François Hollande qui a fait son discours et puis les chefs d'État qui ont discuté. Ensuite, il faut pas oublier Ban Ki-moon aussi qui était présent lors de cette 21e COP. Après, la COP est sous l'égide de l'ONU. Oui, mais c'est bien peut-être de le rappeler aussi. Il faut rappeler aussi qu'après les chefs d'État, il y a beaucoup et c'est là le plus important, c'est les négociations entre tous les négociateurs, les pays qui s'occupent de ça. Sachant que là, au moment où on enregistre l'émission, on est à mi-parcours de la COP21, puisque un texte intermédiaire, on va dire, qui est lui-même l'aboutissement des pré-négociations qu'il y avait eu à Bonn. On en avait parlé dans la mission d'avant. L'émission précédente. Donc là, ils ont une version du texte où, me semble-t-il, il y a encore plus de 700 parties qui sont encore en italique, c'est-à-dire qui ne sont pas encore confirmées. Donc il reste une semaine pour que les ministres arrivent à aboutir à une conclusion. Donc je finis la question du coup, qui était donc ces négociations, on avait donné beaucoup d'espoir à la COP21 en disant que contrairement à celle d'avant, peut-être qu'elle allait déboucher sur de nouveaux espoirs et peut-être sur une fixation de degrés, on va dire, d'augmentation de la température. Est-ce qu'aujourd'hui, à mi-parcours, vous êtes plutôt satisfait de ce qui se passe en ce moment ou ça décolle pas assez vite? Ouais, moi je dirais effectivement qu'il y a une base sur le texte, justement de 30 pages dont on a parlé, mais le souci c'est qu'il y a encore plein de divergences entre les différents pays, donc du coup, oui, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que l'idéal, ça serait que d'ici le 11 décembre, on ait un texte, un accord contraignant qui soit approuvé par tout le monde, et ça c'est vraiment une mission qui est difficile. Entre les pays émergents qui eux vont dire qu'ils veulent continuer à produire avec du charbon, les pays comme la France et les pays qui eux en fait commencent déjà à faire des énergies renouvelables mais pas à un niveau assez. Et il y a le problème des États-Unis où Obama est plutôt pour un changement climatique mais il est bloqué par son congrès républicain qui lui ne veut pas en entendre parler. Pour les pays émergents, par rapport à ce que tu dis, le gros problème c'est le financement en fait. Je pense que d'un point de vue philosophique, tout le monde, comme tu le disais dans ton introduction, est maintenant d'accord sur le fait qu'il y a un réchauffement. Ça, c'est déjà un changement. Donc, c'est que tout le monde, après la prise de conscience. Historiquement, ça a commencé à Rio, puis à Kyoto, puis à Copenhague, qui avait été un échec. Donc là, Paris, il y a un certain enjeu. Donc on voit que les mentalités en 15-20 ans ont évolué. Mais en revanche... Vas-y. En revanche... même si les mentalités ont évolué, il reste cette question du financement. Les pays émergents ou les pays les plus pauvres disant à la limite, ok banco, mais nous on n'a pas les moyens de le faire, donc aidez-nous, donnez-nous des subventions. Et là, l'argent devient le nerf de la guerre. Pas sûr qu'on aboutisse, surtout quand il y a un climat à Paris, suite aux attentats, où on voit bien que maintenant la priorité est mise sur les financements de la sûreté et de la sécurité. On peut saluer par contre, il y a eu un moment une rencontre entre le président français François Hollande et les chefs d'État africains,
Et il me semble que le président français a dit qu'il allait donner une somme d'argent pour aider ces pays-là à commencer les énergies renouvelables. Donc ça, c'est bien, pour montrer l'exemple aux autres pays développés, mais il faudrait que les autres fassent la même chose. Après, il y a d'autres exemples pour rebondir sur ce que disait au début Samy, sur les modes de consommation. Il faut savoir que maintenant, avec la technologie qui est apportée de tout le monde, les smartphones, toutes ces choses-là, les producteurs de ces engins-là, si je veux dire, font en sorte qu'ils aient une durée de vie très courte et que ça devienne très vite obsolète, alors qu'ils sont encore très bien. Celui qui avait un iPhone 4, il est plus imaginable d'avoir un iPhone 4, il faut être à l'iPhone 6 ou bientôt l'iPhone 7 parce que c'est une nouvelle technologie. Donc on est amené à renouveler des produits, et les smartphones font partie des produits très polluants avec les puces qu'ils ont à l'intérieur, qu'on renouvelle sans cesse, qu'on va pas forcément recycler. Donc là on est vraiment dans un problème de consommation globale. Samy. Pour rejoindre Marc, oui, c'est ce qu'on appelle la société de consommation, c'est le coût de marketing, c'est voilà, faut se mettre à la page. Donc il faut acheter le nouveau, que ce soit un smartphone ou ou n'importe quoi, la nouvelle télé révolutionnaire ou ce que vous voulez. Donc c'est ça qu'il faudrait aussi. Ernestine. Ouais, donc effectivement, ce sont des choses à laquelle il va falloir un petit peu penser et évoluer parce que je sais pas pourquoi effectivement on est parti de cette nouvelle société de consommation alors qu'avant effectivement quand tu achètes une télé ou un téléphone ça pouvait durer autant très très longtemps et c'est ça que je préfère, c'est d'avoir un téléphone qui marche pendant X temps et puis après le renouveler plus tard possible parce que ça aussi ça incite à consommer donc à dépenser de l'argent. Et aussi, il y a plusieurs camps en présence, on va dire. Tu as les pays en urgence, entre guillemets, c'est toutes les îles du Pacifique et les autres qui, eux, voient vraiment les effets du réchauffement sur eux-mêmes et qui grignotent et si ça continue vont disparaître. Tu as ceux qui sont en intermédiaire, comme les pays développés, qui en gros ont déjà bien profité dans le passé des énergies fossiles et qui aujourd'hui, de toute façon en France, comme on n'a plus de réserve d'énergie fossile, on est déjà passé sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Donc ces pays-là, disons que, on va dire, leur consommation a quand même diminué, même s'il faut aller plus loin encore. Et il y a les pays qui sont vraiment réticents encore aujourd'hui, même si ils ont fait l'effort aujourd'hui de dire que oui, il y a une prise de conscience, mais qui sont toujours un peu dans l'expectative, comme la Russie par exemple, les pays émergents. La Chine, mais à nuancer, parce que la Chine c'est le pays le plus pollueur et en même temps qui a le plus d'énergie nouvelle. Mais en même temps, étant donné le nombre d'habitants. Le jour de l'inauguration de la COP21, Pékin était sous un brouillard Exactement. qu'ils n'avaient pas connu depuis bien longtemps. Samy. Moi, après, c'est mon avis personnel. Je sais pas dans X années, mais on aura un dérèglement des saisons, on aura un changement total de saison. C'est-à-dire que l'été ne sera plus en été et ainsi de suite. Donc voilà, c'est aussi. Avec 2 degrés de différence, si on arrive au minimum, ça fera une différence pas très grande, mais on verra quand même le changement déjà. Et si ça augmente plus, alors là, c'est clair que tout va être déréglé. Et puis avec ne serait-ce que 2 degrés, il y a tout un tas d'icebergs qui vont fondre avec une élévation du niveau de la mer, et comme tu le disais, tout un tas d'îles. Il me semble qu'au début de la COP21, c'est le président du Vanuatu qui a fait un discours au Bourget, qui était a priori assez émouvant, puisqu'il a expliqué qu'il fallait absolument arriver à un accord, faute de quoi les Vanuatu, les Kiribati et tout un tas d'îles du Pacifique sont vouées à disparaître. Et si elles disparaissent, la population qui y habite aujourd'hui, il faudra bien qu'elle aille ailleurs, donc on se retrouvera avec des nouveaux réfugiés qui ne sont pas les réfugiés qu'on connaît aujourd'hui, plus classiques malheureusement, en Syrie ou en Afghanistan, on aura des réfugiés climatiques. Surtout pour ces pays-là qui sont des pays indépendants, entre guillemets. Parce que par exemple pour la Polynésie française, malheureusement si ça disparaît, ils viendront en France, mais pour d'autres pays ils sont vraiment sans pays, donc ça c'est difficile. Rien à ajouter sur le sujet. Et donc on rappelle que au moment où l'émission sera diffusée, la COP21 sera presque finie. Donc on verra comment les choses vont évoluer, mais on espère qu'un accord contraignant va quand même sortir des négociations et qu'on arrive au pire à aller à 3 degrés de plus et au mieux 2 degrés. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Dernière question. Il y a même des versions du texte qui éditent pour 1,5 degré maximum. Ouais. Ça va être dur, je pense. Samy. Il y a un chiffre, en 2009, les pays ont affirmé leur volonté de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Ouais, mais 2100 c'est beaucoup. C'est énorme. Mais après, c'est sûr. Ernestine, confiante ou pas pour la fin et l'issue surtout de la COP21? Pas trop, mais il faut toujours garder espoir, donc on verra d'ici là ce que ça va donner.
à minima, on va dire qu'il y aura quelques améliorations, donc il faut toujours prendre ça, Voilà. et au mieux, ça sera quelque chose de correct. Dernier Oui. truc. En fait, l'objectif aussi, c'est les experts climatiques estiment que leur émission modulables de gaz à effet de serre doivent être réduites de 40% à 70% d'ici à 2050. C'est évident qu'il faut réduire, parce qu'en fait, aujourd'hui, à la vitesse où on va, ça va augmenter de 4 degrés ou 5. Et si on réduit, même comme tu as dit, déjà ne serait-ce que 40%, on peut déjà limiter à 3, et en dessous à 2. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, la COP 21 n'est pas finie, mais pour nous c'est fini pour ce premier sujet d'actualité du jour, et on passe maintenant au second sujet d'actualité du jour. Et oui, c'est une période d'élection en France, les élections régionales. Elles auront lieu les 6 et 13 décembre 2015, donc au moment de l'enregistrement, le premier tour sera déjà passé, afin d'élire les 14 conseils régionaux de métropole et d'outre-mer, ainsi que l'Assemblée de Corse, l'Assemblée de Guyane et l'Assemblée de Martinique, pour un mandat de 6 ans. Les élections régionales ont lieu au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel de liste à 2 tours, avec une prime majoritaire à la liste qui arrive en tête. Il faut rappeler que suite à la réforme des régions dans le cadre du projet de décentralisation conduit par le gouvernement Valls, c'est le premier vote dans cette configuration des régions redessinées en nombre restreint. Avec les élections, la gauche détient 22 présidences de régions sur 25 aux dernières élections régionales. Mais toutes les récentes élections municipales, départementales ont vu la gauche reculer, le FN progresser fortement et les républicains se repositionner. La campagne électorale a été brutalement interrompue le 13 novembre suite aux dramatiques attentats à Paris. Le Premier ministre s'est néanmoins impliqué dans ce discours et cela a fait polémique pour contrer les sommets prévus par les scores du Front National. Il a participé au dernier meeting de Claude Barthonel dans le 13e arrondissement. Mais au final, on a le sentiment qu'il y a eu peu de meetings électoraux, peu de participants aussi, et on peut avoir la sensation que les Français ne sont pas vraiment mobilisés pour l'instant pour ces élections. Pourtant, la compétence des régions est importante et a un impact direct sur la vie des citoyens, il faut le rappeler, sur les routes, les lycées, le transport, la formation professionnelle. Les sondages nationaux ou régionaux pronostiquent une forte hausse du FN qui semble en passe de s'imposer dans 3 régions au maximum et 0 au minimum. Les majorités présidentielles semblent en très mauvaise posture. En Bretagne, où Le Drian, sans faire campagne, est largement en position de l'emporter au second tour, se posera la question de son maintien au ministère et du cumul des mandats. En Ile-de-France, l'écart se resserre, mais Pécresse devance toujours Barthelone de quelques points. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, au prix d'une triangulaire, Carole Delga, la candidate PS, pourrait résister alors que le FN serait en tête au premier tour. On pourrait citer d'autres exemples de sondages. Mais il faut quand même rappeler que les écarts sont tellement serrés entre les listes, 2-3 points d'écart, que rien n'est joué jusqu'au premier tour. Donc alors on parle, le premier tour est déjà passé, mais quand on a enregistré l'émission on ne savait pas, mais les écarts de 2 ou 3 points font qu'on saura vraiment, on aura une première vue des choses après le premier tour qui sera intéressante. Donc première question pour vous, avec cette campagne atypique, avez-vous eu l'impression que les enjeux régionaux étaient bien portés par les candidats? Et avec le problème des attentats, c'est que la campagne a été écourtée un peu. Donc les citoyens ont l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne, et il y en a plein encore qui ne connaissent pas les enjeux de la région. Ernestine. Donc pour répondre à la question, effectivement, c'est mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne, malheureusement, comme tu as bien dit, interrompu par les attentats. Donc c'est vrai que du coup, pour eux, ça a été difficile de défendre un petit peu leur position, de défendre à la fois leur projet. Donc vraiment, les attentats ont tout perturbé vraiment dans l'organisation. Sinon, je pense qu'il y aurait peut-être eu un mouvement un peu plus important au fur et à mesure. Donc il y a eu un minimum de faits, au moins c'est ce qui est important. Après au niveau médiatique, faut savoir qu'on a parlé beaucoup de sondages et peut-être il y a peut-être un déséquilibre, je pense, en termes de temps d'antenne pour certains partis. Du coup, par exemple en Ile-de-France il y a 13 listes, mais on parle plus des 4 listes principales, hein, pour dire les choses. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, que du coup, de ce fait, les Français donc forcément ne se sentent pas assez concernés, alors que, comme tu l'as bien dit, c'est des choses qui nous touchent dans la vie de tous les jours.
Et deux choses, après je vous donne la parole, sur les attentats, ça a permis deux choses. La première, c'est que ça a un peu rebattu les cartes, il y a un peu plus de suspense, parce qu'on a vu que les cartes s'est resserré surtout entre les Républicains et le Parti Socialiste, où parfois le PS passe devant, et dans d'autres cas, c'est les Républicains qui gardent la majorité, mais c'est plutôt intéressant. Et deuxième enseignement des attentats, c'est que ça a resserré le débat sur une position nationale, notamment avec le Premier ministre Manuel Valls qui était très présent. Et puis on a un peu plus ou trop discuté de sécurité, de protection des personnes, alors que pour un certain nombre de ces sujets-là, c'est pas du niveau régional, mais ça reste du niveau national. La police, la gendarmerie, c'est régalien, donc ça se fait pas au niveau de la région, même s'il peut y avoir parfois des discussions, mais à ce moment-là, plutôt au niveau municipal, de savoir est-ce qu'il faut armer les policiers municipaux, des choses comme ça. Donc, le sentiment, pour répondre à ta question, qu'effectivement les enjeux réels n'ont pas forcément été beaucoup médiatisés, avec des enjeux forts, puisque la réforme de décentralisation en concentrant le nombre de régions, on se rappelle qu'il y a quelques mois ça a fait polémique, puisqu'il y a certaines régions qui ne voulaient pas fusionner avec d'autres. Ça, on va en reparler de ça. Donc là, c'était sans doute l'occasion de bien faire sentir l'importance des régions, et j'ai l'impression qu'on l'a pas trop fait. J'ai le sentiment, finalement, les années passant, que plus ça va, plus en France, finalement, à part l'élection présidentielle, éventuellement les législatives qui suivent les présidentielles, on a l'impression qu'il y a un désintérêt croissant, aussi bien les municipales, les régionales, les départementales, même s'il n'y en avait pas à Paris. Voilà. C'est un fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a entre guillemets, selon le vocabulaire populaire, un ras-le-bol du politique, malheureusement. Et ça se fait par plusieurs choses, c'est les promesses non tenues, les gens qui ont l'impression que les politiques sont trop loin de leurs orientations personnelles, des choses comme ça. Un excellent exemple, t'en parlais tout à l'heure, si je peux rebondir là-dessus, c'est sur le cas de la Bretagne, avec Jean-Yves Le Drian, qu'on nous dise qu'il a besoin de rester au ministère de la Défense dans la situation délicate que connaît la France face aux attentats, aux bombardements en Syrie contre Daesh, certes, qu'il se présente, qu'il puisse éventuellement être élu, et donc ne pas respecter le non-cumul des mandats, pour moi c'est un signe vis-à-vis des électeurs qui est très très mauvais. Et bizarrement, alors que c'est dans cette région-là où c'est lui qui fait le score le plus élevé et qui est quasiment intouchable avec 40% au deuxième tour, ce qui est énorme. Alors que dans les autres régions où des candidats respectent le cumul des mandats, c'est pas le cas. C'est ça qui est très spécial. Disons que les gens, s'ils sont d'accord en Bretagne avec les idées de Le Drian, ils devraient être capables de porter au pouvoir de la région quelqu'un qui ne soit pas Le Drian. Pour moi, le cumul des mandats, dans ce cas-là, c'est... Tout à fait. Alors, c'est même pas sur est-ce que je suis d'accord ou pas avec le principe du cumul des mandats, c'est... On affirme une politique, le président affirme qu'il n'y a pas de cumul des mandats. François Rebsamen, il n'y a pas si longtemps que ça, il a quitté le ministère de l'Emploi pour retourner à Dijon. Mais c'est pas un cumul des mandats. Parce qu'il était plus maire de Dijon quand il était ministre. Oui, et ensuite, pour redevenir maire de Dijon, il a donc quitté le gouvernement. Oui, c'est logique. Alors pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la même logique attention, c'est à nuancer, parce que pour l'instant, il n'est pas élu et il est toujours ministre. Mais une fois qu'il sera élu, on verra s'il va se désister. Il a clairement dit dans tous les derniers entretiens que de toute façon il resterait au ministère et qu'il garderait la région. Donc quand ça sera le cas, on pourra le dire. Samy. Moi j'ai rien à rajouter sur ça, tout a été dit. Donc. Sur Le Drian ou sur les élections? Non, sur les élections en général. Donc, c'est vrai que voilà, avec les attentats, ça a été un peu freiné dans la quête des régionales, mais faut inciter les gens à aller voter. Si, on peut dire quelque chose encore. C'est sur les nouvelles régions qui ont été mises en place. Il y en a 13 maintenant qui sont au niveau de la métropole, 13, et puis il y en a toujours les mêmes pour l'outre-mer. Ça a fait polémique, c'est 13 nouvelles régions, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a même des citoyens aujourd'hui qui disent que, par exemple, ceux qui avant avaient un chef-lieu de région, qui aujourd'hui sont lésés entre guillemets dans le nouveau partage, et ils sont pas trop enclins à les voter parce que justement ça favorise plus leur ancienne ville qui était la capitale de leur région, qui maintenant n'est plus la capitale. Il y a aussi ce phénomène là qui fait qu'il y a des gens qui sont moins enclins à les voter à cause de ça. Et puis surtout c'est une entité d'avoir une région et d'être greffé avec une autre. Je vois par exemple Alsace, Champagne-Ardenne. L'Alsace est totalement à l'opposé
de la Champagne. Enfin, à côté, mais à c'est côté, pas les mêmes. à côté, mais C'est pas la même histoire. Oui, voilà, c'est pas la même on est histoire, d'accord. c'est pas la même entité, c'est Non, pas. ça va bien. Donc voilà, donc sur quoi ils se sont basés pour faire les nouvelles régions, j'aimerais bien le savoir. Et après, si on revient, me semble-t-il, en arrière, c'est une volonté un peu de pragmatisme et d'économie aussi. Oui, mais c'est toujours de comme faire ça. un niveau. C'est Donc, pour à partir du concurrencer les Länder allemands qui sont des énormes régions. Voilà. Mais à un moment donné, si on dit qu'on veut passer de 25 régions à 12 ou 13, 13. à un moment donné, ça veut bien dire qu'il y en a 10 qui disparaissent. Et Voilà. par le biais des fusions. Et là, celui qui garde la capitale de la région est jamais content. Puis, dans le détail, il me semble que donc il y a la fusion entre Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et finalement, certains éléments de la région vont rester à Toulouse, d'autres vont être à Montpellier, histoire que finalement, on se demande s'il n'y a pas là aussi des reculades politiques à un moment donné pour essayer de faire des concessions avec les uns et avec les autres. Il faudra faire le bilan dans quelques années. Je suis pas sûr que les échelles d'économie prévues par ces fusions soient si réalisées que ça. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder le taux de participation dans les régions qui n'ont pas changé, comme la Bretagne ou l'Île-de-France, qui elles gardent leur même. Et en Bretagne, apparemment, c'est plutôt le gouvernement qui semble favoriser, enfin la gauche qui semble favoriser, donc parce que c'est la même région peut-être. Alors que dans les autres, il y a peut-être aussi ce facteur-là qui fait qu'il y a un mécontentement vis-à-vis du pouvoir exécutif. Après, en Île-de-France, il va falloir voir le taux de participation. Ouais. Et en estime sur les 13 régions, toi, t'en penses quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une difficulté justement par rapport aux fusions et du coup de longues discussions, savoir où sera la capitale, notamment dans ces régions-là. Donc maintenant, voilà comment vont se mobiliser ou comment les gens se sont mobilisés pour le premier tour. Bah, on le saura justement, je pense à l'issue du premier tour. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais comme ça a bien été dit, de toute façon maintenant c'est l'essentiel, on a la chance de pouvoir en fait profiter, d'avoir la possibilité de nous exprimer, que ce soit pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir 18 ans, même avec sa carte d'identité, on peut aller voter. Donc voilà, c'est juste le message que je veux faire passer, c'est d'aller aux urnes et vraiment voilà, essayer de s'intéresser un petit peu au basket distribué, puisqu'on a sans doute tous dû recevoir un petit des professions de foi, donc ce qui explique et enfin là, l'émission passera après le premier tour, mais pour le second, du coup, n'hésitez pas à faire des procurations aussi si vous pouvez pas aller voter le jour même, c'est important. Tu voulais dire quelque chose rapidement, et après je passe au sondage. D'accord, bah allons au sondage. Je voulais parler du FN. Ok, super. Exactement, donc je disais que malgré tout, il y aurait une reconfiguration politique comme depuis plusieurs années maintenant. On est passé d'un bipartisme, souvent c'était l'UMP ou le Parti Socialiste qui gagnait les élections. Maintenant on a même un quadripartisme, enfin un Front National qui est très haut, le Front de gauche aussi qui peut compter, ou les Verts parfois. Donc ça fait 4 gros blocs en fait qui sont en place aujourd'hui. On remarque que le Front National peut être en tête déjà au premier tour dans 3 ou 4 régions, ce qui est énorme, et il peut même en remporter dans le meilleur des cas 3 au second tour, l'Alsace, Champagne, Ardennes, Nord-Pas-de-Calais et PACA. Le PS lui pourrait en garder 3 ou 4, Bretagne, Bourgogne, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc, et l'UMP pourrait en gagner 3, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie et le Pays de la Loire, donc 5. Donc en fait, quand on regarde bien, ça fait vraiment une France coupée en 3. Avec un PS, s'il a 4 régions, qui va dire qu'il a limité la casse, parce qu'on lui prédisait quasiment de perdre toutes ces régions, il va quand même en conserver 4 sur 13, ce qui est pas mal. L'UMP, finalement, il n'aurait qu'une région de plus que la gauche, 5. Si bien sûr ça s'avère, hein, parce que ça se trouve, ça peut être modifié, la gauche peut gagner ou l'inverse. 5 régions pour l'UMP, ça serait une mini-victoire, mais il ne pourrait pas crier victoire, et le Front National, par contre, serait grand vainqueur avec 3 régions, c'est énorme. Sur les sondages. Alors sur les sondages, on voit que sur les projections pour le deuxième tour, la plupart des sondages partent sur le principe d'une triangulaire, notamment dans les 3 régions qui sont possiblement gagnables par le Front National. On ne sait pas ce qui se passera réellement, s'il y aura des désistements du PS au profit des Républicains ou l'inverse. L'inverse, non. Ça semble assez peu probable. Donc peut-être que les chiffres qu'on annonce seront différents, mais il semblerait malgré tout que j'ai l'impression que le Front National sortira au moins avec une région. Sur les fusions de listes, là, on en parlait beaucoup avant les attentats, maintenant il y a beaucoup moins de discours, même le PS ne parle plus de dire au deuxième tour si on est très loin, on fusionnera avec le MP, enfin avec les Républicains.
Il y a 2 raisons à ça aussi, c'est que ça prend un risque pour la liste qui entre guillemets se désiste, parce que ça veut dire qu'elle aura 0 élu au conseil régional pendant 6 ans, ce qui est beaucoup. Donc il faut réfléchir à ce paramètre aussi, et les candidats sont pas forcément chauds pour se sacrifier entre guillemets pour la République, et le fait qu'il n'y aurait aucun candidat. Ça veut dire que par exemple en PACA, si on se désiste pour l'UMP, ça veut dire qu'il y aurait aucun élu socialiste dans la région pendant 6 ans. Ça représente ça aussi. On n'a jamais la garantie absolue que le FN ne passera pas en plus. En plus. C'est ça c'est après il faut. Moi c'est mon point de vue, c'est que ça va mal à gauche, ça va mal du côté des Républicains, donc le FN se dit bah super, moi on fait un grand pas notre chemin et c'est malheureux d'avoir ce constat-là, mais c'est réel en 2015. Et si on change pas ou si on trouve pas des solutions au préalable, on va droit, pour moi personnellement, on va droit à la catastrophe. Et surtout, en fait, cette fusion des listes, ça favoriserait plus la gauche que la droite. Parce que du coup, ça limite le score des Républicains si le FN se maintient au second tour, parce que c'est plutôt s'il n'y avait plus le FN au second tour, il voterait plus pour un candidat à droite que de gauche. Ça se voit dans les élections de sondage. Et par contre, ça favoriserait aussi vraiment le FN qui là aurait des chances de gagner. Par principe, le FN, de toute façon, partout où il pourra, il restera pour le deuxième. Eux, ils resteront quoi qu'il arrive, c'est sûr. Et puis avec la fusion des régions, c'est vrai que maintenant les pourcentages sont libres, parce que voilà, il y en a qui par exemple, je sais pas, dans le Nord votaient FN et non, excusez-moi, mon exemple est pas bon, donc je retire. Il y a la région PACA aussi qui n'a pas changé de configuration par rapport à la dernière fois. Et là, bizarrement, le Front National est très très haut. Oui. Bizarrement, pas si bizarre que ça, c'est quand même une région dans laquelle le Front National est implanté depuis longtemps. Certes. Non mais on peut rappeler dans le passé que la gauche a été quand même a gagné cette région 2 fois de suite, 2 fois d'affilée avant. Et que là, cette fois-ci, on voit que vraiment le Front National est très très haut. Il n'a jamais été aussi au 41% au premier tour, c'est énorme. Constate, plus au second, pardon. Dans l'évolution du Front National, ça reste en Ile-de-France où finalement il est le plus faible. Même s'il est sans doute en phase de progression légère, mais globalement, l'Ile-de-France est la région qui résiste le mieux à l'implantation et à l'augmentation du Front National. Ce qui en soi est logique par rapport à la configuration de la région. Oui. En même temps, le Nord-Pas-de-Calais, qui est quand même Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, c'est sûr que le FN est sûr de passer, parce que voilà, c'est son fief, parce que c'est toujours ça dépend. Ça dépend. En triangulaire, oui. En triangulaire, oui, mais après on peut avoir aussi de grosses surprises. Exactement, parce que là il faut rappeler que ce qu'on parle, c'est que sur des sondages d'opinion qui sont faits. Oui. Et souvent c'est très dur d'avoir des sondages, notamment post-attentat, sur des choses comme ça. Donc il faut après, vraiment vraiment là où ça va être intéressant, c'est après le premier tour de voir les premières indications. Donc on refera une émission après le premier tour qui sera vraiment intéressant. Ce qu'on voit, ce qui a évolué depuis une vingtaine d'années, c'est que il y a 15-20 ans, les sondages avaient beaucoup de mal à prédire le Front National, parce qu'il y avait une réticence des gens en sondage à dire qu'ils allaient voter pour le Front National. Maintenant, les instituts de sondage ont beau rééquilibrer parce qu'ils ont des calculs savants. Maintenant, il y a une sorte de libération de la parole qui fait que dans les sondages, les gens osent dire qu'ils voteront Front National. Donc, on peut penser que les sondages sont plus précis qu'il y a quelques années. Ah oui, mais ça s'est vu dans les dernières enquêtes d'opinion sur le Front National. Après, il y a plusieurs sites de sondage, donc c'est selon. Donc voilà, on vous rappelle que il faudra aller voter pour ces élections c'est déjà dimanche dernier pour le premier tour et ce dimanche pour le second tour des élections. Regardez bien les programmes, les professions de foi pour faire votre choix si vous n'êtes pas encore décidé, mais surtout allez voter, même si vous votez blanc, c'est important. Merci. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'émission. De retour pour la seconde partie de notre émission, le débat de la 7ème chaîne. Alors pour cette semaine, on va parler de la vaccination, pour ou contre la vaccination. Voilà la question à laquelle je vous propose de vous attaquer aujourd'hui. La vaccination consiste à injecter dans un corps sain vivant un agent extérieur qui s'appelle le vaccin
afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie infectieuse. Cette méthode initiée par Pasteur est aujourd'hui, malgré ses bénéfices évidents, contestée par certains. En effet, de plus en plus de mouvements remettent en cause la nécessité de la vaccination. Des parents refusent de vacciner leur nouveau-né alors que c'est obligatoire comme l'indique le Code de la santé publique, notamment pour le DT polio. Certains n'hésitent pas à se rebeller et à s'affronter à la justice. Qui plus est, des médecins qui devraient être les premiers prescripteurs portent également des réticences. On peut citer le professeur Henri Joyeux qui mène la polémique et alimente des craintes irrationnelles là-dessus. Il a lancé une pétition qui a recueilli 550 000 signatures contre le vaccin. Parmi les questions soulevées, pourquoi utiliser des vaccins hexavalents, donc lutte contre 6 maladies? Quel impact les adjuvants d'aluminium dans la composition des injections notamment? C'est une des choses sur lesquelles il n'est pas d'accord. Comment faire la part des choses entre les progrès en termes de santé publique apportés par le vaccin et les risques sur la santé et l'éventuel développement de maladies? Y a-t-il des preuves du lien avec l'autisme aussi? C'était un des sujets sur lesquels il est contre. Nous allons donc discuter du point de vue de chacun sur ce sujet. Alors, premièrement, avant de parler de Bachot avec le H1N1 qui était très drôle, on va d'abord demander, vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le vaccin reste quelque chose de très important qu'il faut faire à ses enfants? Si vous avez des enfants, est-ce que vous le ferez? On a vu quand même qu'il faut rappeler que le vaccin a quand même permis d'éradiquer certaines maladies en France, et notamment dans certains pays en Afrique où il n'y a pas ces vaccins, il y a encore ces maladies qui ont disparu en Europe. Donc ça a quand même apporté ça. Allez, Samy, tu commences. Alors, après, tout dépend du patient. C'est-à-dire qu'un patient va réagir ou pas au vaccin. Donc voilà, tout dépend de truc. Mais après, personnellement, j'aurais des enfants, oui, je les ferai vacciner contre le tétanos, contre les maladies, que ce soit la tuberculose ou tout autre vaccin obligatoire. Mais ça serait impensable pour moi de pas faire vacciner mes enfants. J'ai pas envie que mes enfants aient des maladies dès leur plus jeune âge. Enfin, c'est n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi. Je suis révolté. Je comprends pas pourquoi il y a des parents qui refusent de vacciner leurs enfants. Où va-t-on? La question ne devrait même pas se poser puisque c'est obligatoire. Alors, voilà. Juste une petite précision, en France, le vaccin contre la tuberculose, le BCG n'a plus lieu d'être puisqu'on considère qu'en France, il n'y a plus besoin. Mais il y a toujours le DT polio qui est, lui, obligatoire. Donc oui, ce qui est étrange, c'est qu'on puisse se dire qu'on veut pas vacciner les enfants. Après, il y a sans doute de temps en temps un cas sur 100 000 ou sur 150 000 où il y a un lien plus ou moins avéré d'un développement du suicide à l'autisme ou de problèmes. Donc effectivement, quand il y a des cas comme ça, il faut voir, il faut peut-être améliorer le vaccin, mais de là à se dire non, je ne vaccine pas. Moi, ça me fait penser, je ferai un parallèle avec les témoins de Jéhovah, qui sont contre les transfusions sanguines et qui, dans certains cas, sont capables de laisser crever quelqu'un et de refuser, y compris pour leurs enfants, la transfusion sanguine. Alors, même si on sait qu'il y a quelques années, il y a eu des problèmes avec la transmission du sida avant les tests et avant le chauffage des poches de sang, tout ça. Est-ce que pour autant, c'est pas un progrès? Je pense que le débat, il porte sur le côté individuel et le côté collectif, c'est-à-dire que quand on se vaccine, on se protège soi, mais on protège aussi la population. Comme tu le disais, Gabriel, il y a des maladies qui ont été éradiquées grâce à la vaccination. En 1977, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré la variole éradiquée de la surface de la planète. Ça, c'est bien. Il y a d'autres maladies, la polio par exemple, pour lequel le vaccin est toujours obligatoire. Aujourd'hui, elle est éradiquée dans la plupart des pays. Et pourtant, on continue à se vacciner parce qu'il y a des poches de régions, notamment en Afrique. On a l'Éthiopie, le Pakistan, le Nigeria, le Soudan, Madagascar, le Cameroun, où il y a encore une prévalence de la polio. On peut penser que dans quelques années, si on continue à vacciner, donc on se protège soi, mais on protège aussi la collectivité, ce qui était potentiellement une épidémie devient endémique, puis on n'a plus du tout. Là, deux chiffres et je... Juste rappeler, le Pakistan, il n'est pas en Afrique, mais en Asie. Tout à fait. C'était l'exception. Il y a l'Afghanistan aussi où il y a encore de la polio qui n'est pas non plus en Afrique. Les chiffres sur cette maladie-là, la polio, en 1988, 350 000 cas ont été détectés.
en 2013, 407 au niveau mondial. Donc on voit qu'on est grâce au vaccin sur une pente déclinante et on peut espérer que, comme la variole en 77, on pourra l'éradiquer. Ernestine, sur ce sujet de la vaccination individuelle, est-ce que toi tu ferais pour tes enfants, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faut vacciner tout le monde ou tu comprends les inquiétudes de certaines personnes? Bah, si j'étais maman, je ferais vacciner aussi mes enfants parce que moi je considère une chose, c'est que les plus fragiles en fait, c'est tout simplement les plus jeunes d'entre nous et les plus vieux d'entre nous. Donc c'est ces personnes-là qui sont exposées justement à toutes ces maladies, à cette fragilité au niveau santé. Donc moi pour moi ça me paraît vraiment mais évident de les faire vacciner, notamment pour ceux qui sont obligatoires parce que ça permet aussi de tout simplement, c'est pareil, ça me permet de tout simplement aller inscrire à l'école. Il faut savoir que sans ces vaccins, bah, tu peux pas y aller. Comme tu dis, ceux qui ne font pas vacciner sont peut-être des gens un peu, pour certains, à la marge. Alors, pas forcément marginaux, mais à la marge, et des fois, ils les intègrent pas à l'école aussi. C'est pour ça qu'on nous rappelle aussi dans 2-3 ans, refaites un vaccin ou voilà, entre guillemets du recyclage. C'est là que ça devient intéressant. Il y a aussi un autre cas de figure, c'est sur les rappels. Et là, par contre, il y a des gens qui sont pas contre le fait de faire des vaccins la première fois parce que c'est intéressant, mais qui trouvent qu'on fait trop de rappels. Il y a certains médecins, notamment les médecins qui pratiquent, médecine parallèle. Non, pas médecine parallèle, mais je sais plus comment on appelle ça, ça me reviendra. Et qui eux, en fait, disent que pour les vaccins, il faut en faire le minimum possible parce qu'il peut y avoir, enfin, eux, ils sont contre les rappels, par exemple. Il y a certains médecins qui sont là contre les. Depuis quelques années, la cyclicité des rappels, elle a évolué. C'est-à-dire que la science, elle évolue. Les vaccins eux-mêmes ne sont pas forcément dosés pareil. C'est l'homéopathie, voilà, les médecins homéopathiques notamment. C'est pas médecine parallèle, c'est considéré comme la médecine normale, sauf qu'ils ont des méthodes différentes. On pourra débattre une autre fois de l'homéopathie, ses vertus. Mais c'est très intéressant. Donc revenons j'ai perdu le fil, sur les... Tu parlais des rappels notamment. Les rappels. Tu disais que ça a évolué et qu'avant on faisait des rappels plus fréquents. Je me rappelle quand j'ai commencé à voyager, j'ai fait des premières injections pour me vacciner contre l'hépatite B. À l'époque, j'ai eu beaucoup de rappels et maintenant, quand on se fait vacciner contre l'hépatite B, les rappels sont moins fréquents. Parce que moi, j'ai eu des vaccinations au début et donc ils n'étaient pas forcément sûrs. Ensuite, ils font des évaluations et en fonction, ils réajustent. Donc après, c'est pas parce qu'une personne va mal réagir qu'il faut forcément mettre de côté. Mais c'est surtout les rappels pour les enfants qui étaient, que ces médecins-là condamnaient notamment à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'aluminium et ces trucs-là. Sur les rappels, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas plus, hein, effectivement. La science évolue, donc il faut laisser faire. Après, chaque patient décide ou pas de faire des rappels. Mais est-ce qu'il y a trop de vaccins selon vous? Par exemple, pour prendre l'exemple de Roselyne Bachelot, quand elle était ministre de la Santé avec le vaccin de la grippe H1N1, où elle avait commandé beaucoup trop de vaccins et finalement c'était un flop, on va dire. Mauvais coup de pub parce que du coup elle s'est retrouvée avec plein de vaccins sous les bras parce que les gens voulaient pas se faire vacciner contre la grippe. C'est le cas typique de la grippe en général. Moi je trouve ça totalement hypocrite. Enfin, c'est chaque année on nous rabâche les mêmes choses. Faites-vous vacciner contre la grippe H1N1 et compagnie. Moi quand je faisais mes études, on m'a pas obligé, mais j'ai accepté de faire ce vaccin. C'est pas pour autant quelques mois après, je me suis chopé une grippe. Donc enfin voilà, après ça dépend. Comme je dis au début de ce sujet-là, ça dépend les patients. Il y en a qui vont très bien réagir à ce vaccin, ils vont pas attraper une grippe, et d'autres ils vont attraper une grippe. Mais voilà, je pense que c'est comment faire du marketing, c'est comment faire payer les vaccins, c'est rendez-vous chez le médecin pour se faire piquer, super, je suis immunisé contre la grippe. Parce que c'est des vaccins qui sont pas obligatoires, ceux-là, par contre, faut le rappeler. Sur la grippe, déjà c'est un virus mutant, donc chaque année c'est différent. Donc on peut pas comparer ça, me semble-t-il, au DT polio, par exemple, à l'hépatite B, au vaccin contre la fièvre jaune. Il y a certains pays, comme tout à l'heure Ernest disait, si les enfants sont pas vaccinés, ils peuvent pas aller à l'école. Si vous allez dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune, simplement vous ne passez pas la frontière.
Donc après, ça peut être un choix. Il n'y a pas d'obligation à aller dans ces C'est délais-là, c'est mais- pour ça que je disais que chaque patient est libre de son choix, justement parce que le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire. Oui, mais le vaccin sur la grippe, d'ailleurs, il est préconisé pour les personnes de plus de 65 ans. Ou me les semble-t-il. enfants aussi. Et les Non, enfants, pas pour les C'est enfants. pour les populations faibles, ils ont dit. Si, les enfants aussi, c'est considéré faudra comme... vérifier. Oui. Et sinon, oui, on disait que donc là, il y a parfois des excès sur les vaccins non obligatoires, mais il y en a certains, par contre, de certaines maladies, on n'a toujours pas trouvé de vaccin pour les éradiquer, notamment un vaccin contre le sida. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de vaccin contre cette maladie. On a fait beaucoup de progrès quand même sur le sida, notamment sur des médicaments qui permettent d'augmenter la durée de vie des gens qui ont le sida de façon beaucoup plus longue, et qui peuvent mieux résister à ça, ou la trithérapie qui permet, quand on a un doute, de la faire et de ne pas attraper cette maladie. Mais il y a encore du progrès à faire sur le sida notamment. Quand tu parles de trithérapie, c'est pas de ne pas attraper la maladie, c'est si jamais on a été contaminé, Voilà, c'est faire en ça. sorte que le taux de virus ne C'est n'augmente ça. pas dans le corps, ce qui est assez différent. Mais oui, effectivement, il faut que la recherche progresse. Il ne faut pas, me semble-t-il, qu'on s'arrête avec des individus comme le professeur Joyeux. Alors c'est le côté, me semble-t-il, paradoxal, hein, c'est-à-dire c'est toujours louche à mon sens quand c'est des médecins qui se mettent à aller contre la doctrine de la santé publique. Donc il faut plutôt développer la science. Pour revenir aussi à ce que disait tout à l'heure Samy, par rapport aux enfants, la grande différence avec un adulte, c'est que quand ils sont enfants ou nouveau-nés, par définition, ils n'ont pas leur libre arbitre. C'est donc leurs parents qui décident pour eux, et éventuellement qui décident que leur enfant pourra choper la rougeole, la coqueluche, le polio. Et puis ensuite, s'ils vont dans des endroits où il y a d'autres enfants, ils pourront aussi contribuer en n'étant pas vaccinés eux-mêmes, parce que collectivement, la maladie devient une épidémie et se répand. Après, je prends l'exemple, moi je reviens sur les voyages. Je sais plus où c'était, je suis parti au bout du monde, on nous a demandé de nous faire vacciner pour je ne sais plus quelle maladie, mais voilà, c'était une préventif, et voilà. C'est important. Moi, en Afrique, par exemple, quand on y va, on doit se faire vacciner contre la fièvre jaune. Il y en a un deuxième. Je crois. Oui, paludisme. paludisme, Non, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Tu peux prendre des traitements. Il y a un deuxième vaccin pour y aller. Quand je suis allé au Cameroun, c'était obligatoire. Et le problème du paludisme, c'est que quand on l'attrape, on a des séquelles par la suite. Et le problème de pourquoi il n'y a pas de vaccin pour le paludisme, c'est parce que le paludisme, il est dans les régions du sud et que ça rapporte potentiellement pas suffisamment d'argent. C'est vraiment là, on revient sur l'aspect financier, c'est-à-dire que les traitements anti-paludéens sont très chers, donc ils permettent pour les voyageurs de nos pays, quand ils vont dans le sud, de se protéger, d'être immunisés s'il y a besoin en fonction du type de pays, et puis ça permet, comme c'est trop cher, ça fait que les Africains notamment, ils n'y ont pas accès, et donc il y a des centaines de milliers de personnes qui sont contaminées, qui meurent chaque année du paludisme, ou la malaria, c'est la même chose, alors que s'il y avait des moyens, si les labos investissaient là-dedans, il y aurait sans doute un vaccin. Mais financièrement, ils ne rapporteraient pas suffisamment, donc on ne les veut pas. Mais là aussi, c'est un sujet intéressant. C'est normalement la médecine doit être pour tous, et aujourd'hui, il y a des problèmes financiers là-dessus, donc il faudrait essayer de lutter pour que justement il y ait des vaccins pour tout le monde partout. Enfin, comme aux États-Unis, où la sécurité sociale est gratuite, je crois, où les médicaments. Oui. Comme en France, plutôt. Oui, pardon. Ouais, je pense que donc une justement des solutions la plus simple, c'est d'aider tout simplement à la recherche, notamment il y a plein d'associations justement qui luttent contre le sida. Bon, je ne fais pas l'analyse exhaustive, il y a le sida Action notamment qui est intervenu le 1er décembre dernier, Solidarité Sida, AIDS, etc. Il y a encore malheureusement aussi des festivals justement qui sont là aussi pour ça, pour récolter des fonds. Donc voilà, tant que de toute façon, tant qu'on n'aura pas de vaccin, notamment sur le sida ou le paludisme, il y aura ce genre d'événement qui existera encore justement. Et après, une fois qu'on a récolté les sous pour la recherche, il faut que ça soit bien réparti pour faire en sorte qu'enfin on ait trouvé des solutions pour éradiquer, tout simplement. Donc oui, pour revenir sur les associations, le SIDA Action ou tout ce genre de trucs, c'est aussi de la prévention. Donc
heureusement et heureusement qu'ils sont là Tout à fait. pour ça, pour la population, heureusement. Et c'est ultra gratifiant et merci à eux d'être présents. D'ailleurs, il faut rappeler que malheureusement chez les jeunes aujourd'hui, on remarque qu'il y a de moins en moins de protection et donc c'est pour ça que ces associations sont encore importantes aujourd'hui parce qu'il y a une baisse de la vigilance C'est dans ça. les populations jeunes. On se protège moins alors qu'il faut se protéger. Il faut vraiment se protéger. Il y a des capotes qui sont gratuites sur certains endroits, donc faut vraiment pas hésiter là. On n'en trouve pas, oui, Voilà. c'est ça, c'est Le jour où il n'y aura plus besoin de se protéger, c'est le jour où justement il y aura un vaccin qui sera Voilà. disponible. Et une fois, Mhm. c'est le principe Exactement. des vaccins, hein, une fois qu'on est vacciné, on est immunisé contre le développement de la maladie. Mais pour l'instant, il n'y en a pas, sauf à utiliser le préservatif dans le cas du sida. Tout à fait. Tout à fait. Juste pour peut-être compléter ou terminer, là, ce qui me semble intéressant avec ce débat sur les vaccins, c'est qu'on voit aussi que c'est l'affrontement entre le nord et le sud du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part grâce aux vaccins, parce que là on parle, tout notre débat ça a été les vaccins, surtout chez nous, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. On voit que quand on est riche, on peut se permettre de contester le code de la santé publique, de dire moi je vais pas amener mes enfants se faire vacciner. Mais le résultat c'est quand même qu'on est quand même hyper privilégié, qu'il y a plein de maladies qui chez nous sont quasiment inexistantes, ou en tous les cas au-delà du vaccin, ensuite il y a des traitements, donc elles n'aboutissent pas, elles sont pas fatales. Alors que quand on va au sud, notamment en Afrique, notamment dans certains pays, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, en Russie aussi, où il y a des maladies qui reviennent, les mêmes maladies, elles tuent, parce que là-bas, les vaccins, même s'ils existent, ils sont pas disponibles, pour une question de coût, hein. On voit que souvent il y a des laboratoires, notamment en Inde, où ils sont très en avance sur l'industrie du médicament, où ils arrivent à produire beaucoup, et en Afrique du Sud aussi, me semble-t-il, ils arrivent à produire les mêmes vaccins que des vaccins génériques beaucoup moins chers, parce que il y a un moment donné, le problème c'est l'accessibilité. Et après, je pense qu'on pourrait louer aussi l'action, vous parliez des associations plus en Europe, mais aussi des organismes comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui développent dans certains pays à certains moments des campagnes de vaccination, notamment dans les milieux ruraux, où on est très très loin des normes d'hygiène et de protection de la santé qu'on peut connaître en France. de toute façon sur toutes les pubs qu'on voit en ce moment sur les vaccins, voilà, c'est parce que c'est l'hiver, qu'il va faire froid, que on est amené à être malade, donc la prévention. Mais je pense que faudrait faire ça tout au long de l'année parce qu'on tombe pas forcément malade que en hiver. On peut tomber malade au printemps, en automne, en été. Donc voilà, pour moi ouais, pour moi c'est un peu de l'hypocrisie quand même. Ouais, non, la prévention c'est une année, hein, ça doit se faire toute l'année. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Et il faut rappeler quand même que depuis Pasteur, le 19e siècle, la médecine a énormément progressé sur tous les points, même dans des pays dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça c'est intéressant de le dire et elle va continuer dans les années qui viennent à progresser, du moins on l'espère. Et peut-être qu'un jour on aura un vaccin contre le sida qui sera une grande avancée pour l'humanité entière. Voilà. Merci, c'est la fin de notre débat et de la seconde partie. Mais l'émission n'est pas finie, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie. De retour pour la troisième et dernière partie de notre émission, la tribune. C'est le moment où les chroniqueurs s'expriment. Un coup de gueule, un coup de cœur, l'humeur du jour, enjouée, chafouine, énervée, heureuse. Allez, on commence par Samy. Quel est ton coup de gueule ou coup de gueule du jour? Alors moi ça sera un coup de cœur. Jeudi je suis passé devant le Bataclan et j'ai vu toute la solidarité après les attentats, de voir autant de gerbes de fleurs, autant de mots, autant de bougies, que ce soit devant le Bataclan ou en face du Bataclan. Et franchement ça fait plaisir après tout ce qui s'est passé le 13 novembre dernier. Voilà. Et ton coup de gueule? Je n'ai pas de coup de gueule aujourd'hui. Très bien. Allez, Ernestine, quel est ton coup de cœur du jour? Alors, plutôt de coup de cœur, effectivement, pour continuer justement sur le débat sur les vaccins, au moment où on enregistre cette émission, on est en plein Téléthon, donc oui. c'est une initiative qui dure depuis 29 éditions, donc là c'est la 29e cette année. Une fois de plus, voilà, en fait, c'est tout simplement l'événement le plus populaire en France parce que tu as tout le monde qui se mobilise justement pour la recherche, pour justement trouver des solutions en termes de santé sur les maladies rares. Il faut savoir qu'il y en a entre 6 000 et 8 000 maladies rares qui sont répertoriées, donc, ce qui est quand même énorme, et que ça touche en fait 3 millions de personnes.
Donc voilà, donc c'est un grand élan de générosité, donc faut faire comme moi. Donc moi aussi j'ai donné pas plus tard que la veille au soir, grâce à un événement qu'on a organisé avec mon club de handball. Donc plusieurs solutions. Il y avait les événements, il doit en avoir je pense des événements après les dates officielles, c'est-à-dire le 4 et le 5 décembre. Il y a la deuxième solution, c'est le 36-37 jusqu'au 11, je crois que jusqu'à vendredi prochain. Et par internet, par contre, là, c'est tout au long de l'année, donc faut pas hésiter même à donner en avril ou n'importe quand. C'est afm-téléthon.fr, sachant que voilà, l'AFM c'est avec nous, donc faut pas hésiter à les soutenir. Et il faut, voilà, je pense qu'aussi on peut être fier de nous parce que la recherche a avancé quand même, mais voilà, si le téléthon existe encore, c'est qu'il y a encore des choses à faire en termes de recherche, donc il faut vraiment les soutenir et aider l'AFM Téléthon. Voilà, merci à tous pour ça. Et mon coup de gueule, par contre, là, c'est plutôt lié aux élections régionales. Vous savez qu'il y a des panneaux électoraux officiels qui sont mis en place. Hein, donc, il y a en général, les partis font appel à des sociétés ou même des militants pour coller en fait les affiches. Le problème, c'est qu'il y a il y a des gens qui arrachent les affiches à gauche, à droite, pas se faire là. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu à côté de chez moi que voilà, il y a plein d'affiches qui étaient plus dans un bon état. Enfin, voilà, pour les enfants, il faut leur expliquer le pourquoi du comment des panneaux, voilà, à quoi ça sert, etc. Qu'il faut pas faire ce genre de trucs, mais encore pour les adultes, voilà, il y a des attitudes, franchement, qui font délétères et qui n'ont rien à, je pense qu'ils devraient rien à faire, mais encore c'est une histoire de mentalité, donc vraiment faut arrêter. Ça devient ridicule à la fin, c'est un peu d'énergie aussi perdue pour les militants et les gens, voilà, qui se mobilisent, qui font en sorte qu'une élection régionale existe, enfin, que ça vive et qui sont obligés d'aller recoller à chaque fois que les gens s'amusent à faire ça. Donc voilà. Faut savoir qu'en plus c'est réprimandé par la loi, donc si la police vous chope en faisant des lits en train d'arracher les affiches, ça peut vous faire une prune à l'arrivée. Panneaux électoraux, hein, pas donc des affiches voilà, les affiches, encore une fois, je le dis, c'est des panneaux électoraux officiels hein, qui sont posés normalement partout dans vos villes. Voilà, ceux-là, normalement, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est vraiment, ça permet, c'est important, c'est un outil de communication, tout simplement, ça permet de savoir qui se présente dans chaque région et voilà pour qui vous pouvez voter. Donc voilà, c'est valable à la fois pour le premier et le second tour. Donc vraiment, respectez-les, c'est important. Merci. Marc, quel est ton coup de cœur du jour? Alors, coup de cœur et coup de gueule seront liés indirectement à la COP21. Donc, je commence par le coup de cœur. C'est les campagnes de pub qu'on a pu voir sur les murs de Paris, avec tout un tas de slogans liés à la COP21, notamment La planète est entre nos mains. C'était en français et en anglais. Welcome Defenders of the Planet. Nous ne pourrons pas dire à nos enfants que nous ne savions pas. Donc tout un tas de slogans qu'on voyait dans les rues de Paris. Et aussi, à cette occasion, la station de métro Concorde sur la ligne 8 du métro, qui a été toute rénovée, enfin toute redesignée, on va dire, où on a l'impression, avec les peintures qui sont mises dans les tons verts, qu'on est à l'intérieur de la jungle. Donc je trouvais que cette initiative était plutôt bien faite. C'est que drôle pour un métro d'ailleurs. Tout à fait. Mais la RATP fait régulièrement, de temps en temps ça dans certaines stations sur des événements, donc je trouve que c'est plutôt... Ça doit coûter assez cher, mais c'est une bonne pub. C'était pas pour accueillir Obama qui logeait à la Concorde pendant la COP21. Et ton coup de gueule du jour? Alors, le coup de gueule, c'est sur un événement qui s'est passé le 5 novembre au Brésil, avec une coulée de boue toxique qui maintenant s'étend sur plus de 500 km. Ça s'est passé à Mariana, dans l'état du Minas Gerais. Il y a eu la rupture de 2 barrages. Il y en a encore 2 qui menacent de rompre. Il y a déjà 17 morts. C'est une vraie catastrophe écologique parce que les boues qui contiennent des matières toxiques, en fait. Et mon coup de gueule, alors c'est pour l'événement en lui-même, la corrélation avec l'impact sur l'environnement. Et surtout, j'ai trouvé que ça avait été assez peu médiatisé. Alors parce que les 17 morts ils sont brésiliens donc on s'en fout, mais au niveau écologique, le Brésil qui est quand même pas forcément un très bon élève par la déforestation qu'il y a pu y avoir depuis une trentaine d'années de la forêt amazonienne. Alors on n'est pas les seuls à dévaster les forêts, mais on sait que quand il y a moins de forêts, l'atmosphère fonctionne moins bien, ajouté à la production de CO2 et tout ce qu'on a dit en première partie de l'émission. Ça contribue pas
en faire des bonnes choses. Et là-bas, des barrages, il y en a apparemment des dizaines comme ça qui peuvent menacer de rompre dès qu'il y a des pluies torrentielles. Alors, on voit que tout est lié, puisque pluie torrentielle, ça peut être lié au réchauffement climatique. Ensuite, ça provoque des coulées de terrain, des affaissements de barrages. Là, je vous ai dit 17 morts, mais je ne vous parle pas du nombre d'habitations ruinées, du nombre de déplacés pour essayer de sauver ça. Derrière, il y a Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, qui s'est rendue sur place. Elle a proposé de mettre en place des amendes, mais visiblement ça sera tellement peu important pour les grosses compagnies minières que finalement, avec ça, ils ne pourront même pas rénover ce qui s'était passé. Voilà. Et toi, Gabriel, un coup de cœur, un coup de gueule? Les deux aujourd'hui. Mon coup, allez, on commence par le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est Bernard Tapie, pas pour le personnage, mais parce qu'il a été condamné à rembourser même plus, je crois, 404 millions d'euros de la somme qu'il avait demandé au Crédit Lyonnais à l'époque. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle pour cet escroc, je veux dire comme ça, clairement, qui est Bernard Tapie aujourd'hui. Et surtout, il a dit qu'il était ruiné, et ça fait vraiment rire quand on connaît la fortune personnelle de Bernard Tapie. Donc si lui est ruiné, il y a beaucoup de gens qui sont encore plus dans le besoin que lui. Donc on va pas le plaindre du tout. Ruiné s'il est obligé de rembourser ça. Oui, bien sûr, il a encore beaucoup de fortune quand même derrière. On y croit tous, hein. Et ça montre qu'il a aucun respect pour les gens qui, eux, ont vraiment des problèmes d'argent tous les mois. Voilà. Donc c'était dit pour Bernard Tapie. Et ton coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est Donald Trump, le candidat présidentiel pour les Républicains aux États-Unis, qui avait dit après les attentats que si les Français avaient eu des armes, ils auraient pu, dans le Bataclan, résister aux terroristes. Mais on a bien vu qu'aux États-Unis, les armes, ça fait aussi des morts, malheureusement. Fusillade qui a été revendiqué par l'État islamique, par Daesh. Donc ça, par contre, c'est un attentat. Mais à la San Bernardo, oui, dans comme j'ai dit hier. C'est ça. Mais ça montre quand même que, malgré... Bon, ça, c'est un attentat, mais il y a beaucoup de fusillades qui ont lieu aux États-Unis par des Américains eux-mêmes, détenteurs d'armes à feu. Donc je ne pense pas la bonne solution. Et d'ailleurs, la candidate des démocrates, Hillary Clinton, elle milite pour arrêter les armes, même si le lobby est très puissant, et on a vu qu'Obama n'avait pas réussi à le faire. Donc ça sera, je pense, un des enjeux de la campagne présidentielle à venir aux États-Unis, et un débat intéressant. Voilà pour mon coup de gueule. On passe maintenant à la chronique littéraire de Marc, comme à chaque émission. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais évoquer le premier roman d'une jeune anglaise, Jessie Burton. Miniaturiste, c'est son titre, a été rapidement traduit en de nombreuses langues et s'est classé parmi les succès de librairie. Son coup d'essai est un coup de maître. Le lecteur est captivé par cette histoire inspirée d'un meuble d'art exposé au Rijksmuseum Museum. Nous sommes à Amsterdam en 1686. Johannes Matthäus Brandt est un riche marchand qui travaille pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Voyageur aguerri, à 40 ans, il est encore célibataire et sans héritier. Il vit avec sa sœur, Marine, et 2 employés de maison, dont un nègre qu'il a affranchi et adopté. Il décide de se marier. Une jeune fille de province, encore bien innocente, Petronella, devient son épouse. Nella, comme elle se fait appeler, ne connaît pas grand-chose de la vie, elle espère simplement l'amour. Son nouvel époux souhaite lui être agréable. Il lui fait un cadeau, une jolie maison de poupée qui est la réplique exacte en miniature de leur demeure. Gabriel va nous décrire la scène. Johannes, d'un geste ample, ouvre les rideaux. Les femmes retiennent leur souffle. Il vient de révéler l'intérieur du cabinet, divisé en 9 sections, certaines tapissées de papier gaufré doré, d'autres lambrisées. Elle n'a dans la ville ni amis ni famille, qui viendraient et qui pourraient s'émerveiller de ce monument à son impuissance, au coup d'arrêt porté à sa vie de femme. Nella est ravie de ce superbe cadet, cette pièce unique qu'elle va meubler en faisant appel à un miniaturiste. Agréable divertissement pour la jeune femme qui est seule et sans activité à Amsterdam. Mais qui est ce miniaturiste? Homme ou femme? Il apparaît fuyant et ambigu, sorte de pythonisse aux dons de prémonitions incroyables. Le lecteur sera subjugué par les indices ténus qui sont laissés par le biais des poupées offertes par le miniaturiste à sa commanditaire. Ces objets représentent les membres de la famille et leurs amis. Le plus compliqué est de parvenir à comprendre les messages cryptés et à interpréter les signes. Bien souvent, cela ne se fera qu'à posteriori, les drames étant déjà survenus, car ce roman se transforme progressivement en tragédie. Nella voudrait être amoureuse, découvrir la chair et la passion avec Johannes. Ses rares tentatives de contact charnel avec son mari sont des fiascos. En effet, les goûts du marchand l'éloignent de tout rapprochement physique avec sa femme malgré ses préventions et ses attentions tendres. Il préfère se soulager dans les bras de son amant anglais.
Sa sœur est au courant. Nella, lorsqu'elle l'apprend, est dévastée, elle ne comprend pas, se sent flouée et trahie. Pourtant, elle se rapprochera de sa belle-sœur. Les femmes se comprennent et tenteront de sauver Johannes quand il sera inquiété. Le jeune garçon anglais est en effet cupide et vénal, il se laisse convaincre de dénoncer les agissements et les attirances de Johannes contre Rétribution. Le lecteur découvrira le complot ourdi et les rivalités de la prude société néerlandaise. Johannes est un homme d'avant-garde, un humaniste convaincu. Gabriel va nous lire un extrait du procès avec le réquisitoire et le verdict. Le dimanche 29e jour de décembre de l'an dernier, dans un entrepôt des îles de l'Est, Jacques Phillips dit que vous l'avez attaqué et sodomisé. Le jour du Seigneur, il a été battu et couvert de bleu au point qu'il ne pouvait à peine marcher. Pour le crime immonde que vous avez commis, qu'il soit dit aujourd'hui, le 9e jour de janvier 1687, que moi, Peter Zlabaer, Schout d'Amsterdam, et en accord avec ces 6 membres du Schippenbank de la ville, vous déclare vous, Johannes Matthäus Brandt, coupable d'une attaque sodomite sur la personne de Jacques Phillips, coupable d'agression, coupable de subordination de témoin. En conséquence, je décide que votre juste punition est de vous attacher un poids au cou et de vous noyer en mer, ce dimanche au coucher du soleil. Malgré la dévotion et l'abnégation de Nella, le sort de Johannes est scellé. C'est toute la famille qui sombre, puisque sa sœur meurt peu après avoir donné naissance à un bébé métis dont le père est l'esclave affranchi dont elle était secrètement amoureuse. À l'instar de la maison de poupée, décor miniature de cette fiction historique, le roman est un petit bijou naturaliste, un superbe écrin pour cette histoire qui évoque la société hollandaise coloniale, avec ses marchands richissimes qui régnaient sur le commerce des épices, de la soie et du sucre. Voilà, je vous ai donc parlé pour ma 7e intervention dans l'émission de Miniaturiste de Jesse Burton, parue aux éditions Gallimard. À toi Gabriel pour la fin de l'équipe de l'info sur la 7e chaîne. Merci Marc pour cette chronique littéraire. Très intéressante encore une fois. Allez, c'est malheureusement la fin de notre émission, mais vous inquiétez pas, on va revenir très bientôt. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour ces débats enflammés comme à chaque fois. Merci à tous et ce fut un plaisir de revenir pour l'équipe de l'info. Ta première de la saison. Voilà, non. Et pas la dernière. Non, c'était pas la première. La deuxième. La deuxième. Ah, mais c'est bien. Effectivement, la deuxième. Bon, c'est pas beaucoup, mais voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est qu'un début. Tu viendras pour le débrief des élections régionales. Avec grand plaisir. À bientôt. Et à l'année prochaine, sans doute pour moi, puisqu'on arrive en fin d'année 2015. Exact. Ouais, bah très vite, hein, on reste connecté. Hein. Surtout, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Exactement. N'hésitez pas à regarder les vidéos et à regarder aussi l'ensemble des autres émissions de notre chaîne, émissions de sport, de politique, d'actu, de culture, toutes ces choses-là. Voilà, à très bientôt sur la 7e chaîne pour l'équipe de l'info.